Merci à tous les trois d'avoir accepté de venir pour nous parler du tournant relationnel. Pourquoi ce titre? Parce qu'il me semble que nous découvrons qu'au-delà de l'écologie, au-delà de la nature, au-delà de tout ce qui a pu être pensé dans ces dernières années, la recherche même de l'écologie politique nous amène à poser la question du vivant. Et le vivant se caractérise par ses relations. Le vivant est relationnel. Et ça paraît trivial peut-être de dire ce type de choses, mais nous allons le voir en écoutant Augustin Berck, Ludovic Duhem et Marine Calmet, que le tissage que permet cette nouvelle vision est extrêmement essentiel pour arriver sur les nouvelles constructions de valeurs, les nouvelles comptabilités, la nouvelle économie. C'est pour ça que c'était assez essentiel et nous terminons sur ce moment parce qu'il est une sorte de retournement, de retour sur l'essentiel, sur la racine de ce qui fait notre travail à Tech for Life, qui est de faire un projet d'innovation qui soit en phase, en respect, en cohérence avec le vivant. Alors, Augustin Berck est bien connu des géographes, est bien connu des orientalistes, et peut-être moins connu des biologistes, et surtout pas connu des économistes, à mon avis, je crois. J'ai posté hier soir un petit message en publiant l'article qui a circulé entre nos trois orateurs en disant, comme Bruno Latour, Augustin Berck nous propose d'atterrir, c'est-à-dire de revenir à nos milieux de vie. Je vais donc lui donner la parole pour qu'il nous parle de cette proposition avec son regard sur notre égarement moderne. Je ne sais pas si c'est l'adjectif qu'il faut mettre, et comment est-ce qu'il envisage un autre rapport au monde qui a déjà été ébauché par un certain nombre d'auteurs dont il va nous parler. Je passerai ensuite la parole à Ludovic Duhem, qui est designer, artiste aussi, et il enseigne à l'ESAD, et c'est pour ça que nous avons eu le plaisir d'accueillir un de ses étudiants tout à l'heure. Merci aussi de ce lien avec ce milieu des designers et de cette école. Et donc, pour terminer, nous irons écouter Marine Calmet pour voir comment est-ce que le droit peut s'emparer de nouvelles catégories légitimes, comment est-ce qu'on peut construire, est-ce qu'il faut passer par les notions d'écocide, c'est très à l'ordre du jour, est-ce qu'il peut y avoir des droits d'écosystème. Je vous signale que se tient le 19 octobre prochain, donc le week-end prochain, le Parlement de la Loire à Tours, et donc qui mettra en discussion avec Bruno Latour la question de donner de la valeur à un fleuve, puisque c'est le cas, certains fleuves dans le monde ont été reconnus comme support écosystème de valeurs collectives. C'est la notion des communs. Alors Augustin, je vous laisse introduire cette conversation avec en 10-15 minutes, 15 minutes, pour qu'on ait bien le temps de prendre la mesure de ce que vous nous proposez. Merci. Merci de cette introduction flatteuse. Oui, alors parler d'atterrir, dans un sens tout à fait concret, vous imaginez un avion qui va poser les roues sur la Terre. Et ça me concerne directement, et je vais vous dire pourquoi. C'est qu'il y a environ un mois, presque, je fêtais mon 77e anniversaire et à cette occasion, je me suis senti pousser des ailes de Boeing. Vous savez ce que c'est qu'un Boeing? C'est par exemple 707. C'est un avion où il y a des chiffres 7 qui portent chance.
Mais vous savez que si 7, 3, 7, ça porte malchance. Mais là, il n'y avait que 2 7. Oui, c'est une manière un peu anglo-saxonne d'aborder les questions sérieuses. Oui, un géographe, comme disait le professeur qui avait dirigé ma thèse autrefois dans les années 70, a laissé ce mot inoubliable, un géographe, ça pense avec ses pieds. Alors, à l'époque, je trouvais ça un peu injurieux. Et puis, avec le temps, j'ai fini par comprendre que ça avait du sens et qu'il est important d'avoir les pieds sur terre quand on est un terrien du monde. Et une autre occasion, autre anecdote, il y a quelques années, en discutant avec une collègue corse, nous parlions de ce que les Corses appellent le riacquisto, c'est-à-dire, alors justement, quel est le mot qui, en français continental, correspondrait à riacquisto? Et il m'était venu un souvenir du Québec où il y a une Notre-Dame de Recouvrance, à Montréal, je crois. Recouvrance. Et puis vous savez qu'à Brest, il y a un quartier qui s'appelle Recouvrance, parce que au XVe siècle, il y a un seigneur du lieu, il a bâti une chapelle, Notre-Dame de Recouvrance, que l'on venait prier. Les familles venaient prier Notre-Dame de Recouvrance pour que les marins partis en mer puissent recouvrer la terre ferme, sain et sauf. Et puis donc, ce que Bruno Latour appelle atterrir, d'où ce mot d'atterrissage qui va avec, je préfère celui de recouvrance, mais vous voyez que l'idée est la même. Il s'agit pour l'humanité de recouvrer ses liens avec la terre. Vous savez aussi que recouvrance, dans un sens un peu vieilli aujourd'hui, ça voulait dire recouvrer la santé. Alors, à partir de quoi recouvrer la santé, recouvrer la terre, nos liens avec la terre, c'est à partir de ce que la modernité a fait de nous, c'est-à-dire des êtres décosmisés, déterrestrés, pour avoir voulu devenir des substances qui n'auraient besoin que d'elles-mêmes pour être ce qu'elles sont. Alors, ça fait c'est dur à avaler comme ceci, mais je vais vous expliquer. Figurez-vous une montagne dans la péninsule du Sinaï, appelée le mont Horeb, et rappelez-vous, vous devriez pouvoir vous rappeler cela, qu'au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, Moïse, monté sur cette montagne, il y a un dialogue avec Yahvé, et en redescendant, il lui dit, Moïse dit à Yahvé, bon là je vais redescendre, je vais parler avec les autres Hébreux, et alors, qu'est-ce que je vais leur dire? Avec qui ai-je parlé? En somme, qui es-tu? Et Dieu lui répond, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Enfin, je ne vous dis pas l'hébreu, c'est Elie, H-Elie. Ça pose des problèmes de traduction, mais l'idée centrale, c'est que c'est une substance absolue qui n'a besoin que d'elle-même pour être ce qu'elle est, c'est-à-dire elle n'a besoin de rien d'autre que soi-même, sa propre substance, donc substance absolue. D'après les reconstitutions historiques, ça devait se passer au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, mais ce n'a été couché par écrit que vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire grosso modo à l'époque des présocratiques en Grèce. Évidemment, il n'y a pas de rapport direct. Cette idée, que j'appellerais le principe du mont Horeb, figurez-vous qu'elle a été reprise à usage humain au XVIIe siècle par notre Descartes national, qui, alors je vous cite, j'ai besoin du texte pour vous le citer exactement. Oui, j'ai oublié de vous dire qu'à propos de ce fameux « je suis celui qui suis »,
d'où est venue cette idée? C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on pense à un être absolu. Un être absolu. La première fois dans l'histoire de l'humanité entière. Et il y a d'où est venue cette idée? Il y a une hypothèse très intéressante qui a été mise en avant par David Abraham, qui la met en relation avec l'invention des alphabets par les Phéniciens, comme vous le savez, et que l'alphabet va permettre à la parole d'exister par elle-même, etc. Bon, l'hypothèse est très intéressante, parce qu'évidemment, si vous êtes empiriste, vous direz que ça n'est pas tombé du ciel. On peut penser autrement. Mais je vais vous donner la citation de Descartes, c'est dans le discours de la méthode. Dans le discours de la méthode est écrit ce qui suit. Puis, examinant avec attention ce que j'étais, et voyant que je pouvais feindre que je n'avais aucun corps, et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, je connus de là que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de penser, et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Donc, vous voyez, l'humain va s'arroger la substance en somme absolue, qui n'a besoin d'aucun lieu, d'aucun milieu, qui n'a plus besoin de la terre pour être. À l'époque, ce n'était qu'un principe ontologique, mais c'est le principe qui a lancé, avec tout un contexte dont je n'ai pas le temps de parler, qui a lancé le processus de la modernisation ontologique de l'humain, pour en faire un être qui, donc, n'a plus besoin de ses liens avec le reste du vivant, avec la terre. Il est ce qu'il est simplement parce qu'il pense, il se pense, et ça suffit. Bon, c'est un petit peu abstrait, mais 3 siècles plus tard, en 1960, dans une revue Astronautics, où un ingénieur qui travaillait pour la NASA à cette époque, et avec l'idée que pour voyager entre les systèmes solaires différents, ça va prendre beaucoup de temps, donc la vie humaine ne suffirait pas, il va falloir trouver des moyens, en somme, de nous faire hiberner. Et donc cet ingénieur qui s'appelait Manfred Clymes, c'est un des pères du scanner, il écrit ce qui suit, alors je vous traduis. J'ai pensé qu'il serait bon d'avoir un nouveau concept, un concept de personnes qui, à leur guise, pourraient se libérer des contraintes de l'environnement. Et je forgeais ce mot cyborg. L'idée principale, c'était de libérer l'homme, to liberate man. Il n'a pas dit human, mais bon. De lui donner la liberté, the bodily freedom, la liberté corporelle d'exister dans d'autres parts de l'univers, sans les contraintes que le fait d'avoir évolué sur Terre, les contraintes auxquelles le soumettait le fait d'avoir évolué sur Terre. Donc maintenant, on a les moyens techniques, enfin, prévision. On a commencé par un principe ontologique, on en arrive aux moyens techniques de le faire. Et vous savez qu'on y travaille dur, on envisage la géo-ingénierie, et puis on envisage la terraformation de Mars, sinon d'autres planètes encore plus loin. Bref, et puis bien entendu, dans la foulée, parce que ça va ensemble, on envisage le post-humain et le transhumain. Tout ça. Et tout ça, donc, nous libère de la Terre. Hélas, nous retombons sur Terre parce qu'on se rend compte exactement au même moment que nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis et que nous avons déclenché
la 6e extinction massive du vivant sur Terre. Voilà. Donc, il faut en finir avec cette ontologie qui a fait de nous de prétendues substances absolues et retrouver le lien avec la Terre, et ça passe, puisque le thème c'est le tournant relationnel, ça passe justement par la redécouverte de ce que nous avions forclos. Alors forclore, ça veut dire mettre dehors, et puis, voilà, c'est utilisé en psychanalyse, vous savez, mais ici c'est dans un sens tout à fait simple. Ça vient de foris claudere, qui veut dire, foris c'est dehors, hein, comme vous dites fora en Corse, hein, on met dehors. Et claudere, ça veut dire fermer. Donc je mets dehors mon appartenance à tout un système, toutes sortes de relations avec le vivant, avec la biosphère, mais avec les autres humains aussi, parce que avoir rompu les liens, c'est pas simplement nous être abstraits des écosystèmes, c'est aussi avoir rompu le lien social avec l'individualisme exponentiel qui caractérise notre époque. Bon, il s'agit de retrouver tous ces liens. On en a beaucoup parlé cet après-midi. Ici, je ne voulais qu'en résumer le principe ontologique, mais le concret, on l'a entendu cet après-midi. Merci beaucoup. Je n'ai pas besoin trop de revenir. Peut-être, Ludovic, sans transition, véritablement, parce que ce n'est pas utile, vous allez pouvoir prolonger. Je ne sais pas quel est ce petit bruit, mais c'est peut-être la participation des araignées de cette maison. C'est un atterrissage de Céleste. Merci beaucoup Dorothée pour l'invitation. Je suis ravi de participer à cette conversation, ce dialogue, cet échange. Nous sommes des complices, Augustin et moi, depuis quelques années au moins. J'ai la chance de pouvoir dialoguer avec lui sur un certain nombre d'enjeux qui me paraissent décisifs dans sa pensée, à savoir la manière dont il se réapproprie le vieux mot de mésologie, puisque comme lui-même a pu le dire en maints textes, c'est une science qui a précédé l'écologie dans un contexte kantien positiviste. Juste en passant, pour éviter que vous soyez désarçonnés, je ne suis pas designer. J'enseigne dans des écoles supérieures d'art et de design et je suis philosophe et artiste. Donc je ne veux pas usurper une fonction qui n'est pas la mienne, et du moins un mode d'action dans le monde qui n'est pas le mien. Ensuite, tout dépend de ce qu'on appelle design, bien évidemment. J'essaierai d'en parler un petit peu. Et voilà, de mésologie, les questions. De mésologie, je parlerai peut-être, en tout cas, au moins en usant du terme de milieu, qui est pour moi sans doute le concept le plus important, peut-être du XXIe siècle, d'un point de vue philosophique, scientifique, etc. On est loin d'avoir épuisé ce concept qui permet de dépasser un certain nombre d'oppositions classiques dans l'histoire de l'Occident, y compris dans l'élaboration de ce qu'on a appelé écologie, dans son double sens, si ce n'est triple sens, au moins dans le double sens d'une science comme telle, où le concept de milieu est évidemment très présent, mais aussi comme écologie politique, c'est-à-dire comme manière d'agir au nom de quelque chose qu'on peut appeler nature, qu'on peut appeler environnement, qu'on peut appeler écosystème, même si ces termes évidemment ne renvoient pas aux mêmes réalités et n'ont pas les mêmes enjeux. D'ailleurs, il y a quelque chose de commun entre ma tradition philosophique qui dérive d'un philosophe français qui s'appelle Gilbert Simondon et notre ami Augustin Berck, c'est que le concept de milieu est central. Et c'est un concept purement relationnel, qui permet de dépasser l'idée d'environnement, qui suggère en tout cas, et qui souvent marque ce que Augustin Berck appelle le paradigme occidental classique moderne, à savoir l'opposition entre un sujet qui est environné par un objet. Et bien des écologues, bien des scientifiques l'ont déjà bien sûr déconstruit, mais il reste encore très intensément à déconstruire. Et le concept de milieu se propose, avec aussi ses propres limites ou problèmes internes,
à substituer au terme d'environnement, ou du moins à avoir une autre entente, une autre extension, une autre compréhension que celui d'environnement. En tout cas, Augustin Berg utilise les deux, mais dans des sens évidemment différents. Je le laisserai le compléter s'il le souhaite. J'avais prévu de vous dire un certain nombre de choses. Comme toujours, je pourrais parler 3 heures, et je vais essayer de me garder donc 10 minutes, parce que ça fait sans doute déjà 5 minutes que je parle. Il s'agissait pour moi, dans la répartition de la parole qui a été faite, de parler de pratique. Et je commencerai par une question toute simple, à savoir la question qui est la nôtre encore et toujours, et je vais dire pourquoi c'est encore et toujours, c'est que faire. Que faire aujourd'hui et que faire encore? Et encore entre parenthèses. La question que faire est la question qui hante l'Occident à travers toute la modernité, et dont on n'arrive pas à se débarrasser, nous les Occidentaux. Si cette phrase, nous les Occidentaux, a un sens, désormais que le monde est occidentalisé, ou désormais sans Orient, sans extrême-Orient, si l'Occident est devenu à tous les extrêmes la réalité mentale, physique, biologique, etc., qui mène le monde, idéologique, qu'en est-il véritablement de l'Occident? On pourrait dire que l'Occident a disparu en tant qu'il est devenu le monde. Il n'empêche que cette obsession du que faire, c'est-à-dire à la fois que produire et comment agir, donc dans ce double sens, hante en permanence les enjeux que nous rencontrons au cours du temps qui passe, et particulièrement aujourd'hui. N'oublions pas que cet éveil généralisé à l'écologisme a eu des précédents, et notamment après les 2 chocs pétroliers, après le rapport Brundtland, après un certain nombre d'événements institutionnels, conceptuels ou autres, et que pour autant, nous avons un autre rapport que celui qui était bien sûr existant dans le transcendantalisme américain, dans le romantisme européen, ou bien évidemment dans les années 70 avec un certain nombre de mouvements qui ont constitué l'écologie politique au sens qu'on connaît tous, avec son cuisant échec, par exemple en France. On est obligé de le reconnaître, à contrario d'autres pays. En tout cas sur le plan politique, évidemment. Après, ça restera à questionner. Donc que faire et que faire encore? S'agit-il, du point de vue de la pratique, du produire, par exemple, de produire encore, c'est-à-dire un objet de plus? C'est ce que je dis à mes étudiants vis-à-vis de la responsabilité du designer. Le designer qui est juste un concepteur, qui va devoir désormais s'arrêter à un travail de papier, comme certains architectes des années 60 et 70 l'ont fait, mais pour penser un futur utopique ou dystopique, sans construire, à proprement parler, sans mobiliser des ressources, des matériaux, de l'énergie humaine, de l'énergie non humaine, la plupart du temps artificielle, électrique, thermodynamique, etc. Donc faut-il s'abstenir de produire quoi que ce soit? C'est une question profonde, c'est pas, à mon avis, une question qu'on peut balayer d'un revers de main en disant mais si, bien sûr, il faut continuer de produire, et voici ce qu'il faut produire. La question est dans quelles conditions, avec quels moyens, avec quelle finalité. Oui, bien sûr, mais ajouter quelque chose au monde en allant puiser des matériaux et de l'énergie, a-t-il encore une véritable valeur? Si on suit des gens comme Illich, qui sont déjà anciens, l'idée de contre-productivité ou d'action non productive, y compris dans la mesure économique que ça peut représenter, et peut avoir encore un enjeu capital aujourd'hui. Je ne suis pas là en train de glisser vers la décroissance, c'est, disons, un certain nombre d'idées qui peuvent être aussi critiquées. Il n'empêche que cette question que faire encore, doit être reposée, même si elle est une obsession occidentale et même si elle est peut-être l'aveu de notre échec, d'une certaine façon. Quoi qu'il en soit, la situation dans laquelle on peut la caractériser comme une misère généralisée, à mon avis. J'emploie ce terme à la suite de Bernard Stiegler, mais peut-être pas de la même façon, qui est un philosophe français contemporain, spécialiste de la technique, au sens où nous vivons une misère systémique, à la fois écologique, sociale et esthétique. Dans le sens où cette misère, on peut l'entendre de 2 manières. Au sens de la valeur, dont on n'est plus sûr des fondements et des limites, de la dégradation même de la valeur et du sens qu'elle peut avoir, de l'absence d'un échange qui ait du sens, véritablement, ou, disons,
une absence de sens de plus en plus vécue par de plus en plus de gens dans le monde, et qui pourrait se résumer à une forme de déséconomie de la nature et des cultures. Déséconomie aux deux sens. Au sens d'abord premier de l'économie, à savoir les lois de la demeure. Et la demeure qui est la nôtre, c'est le lieu où l'on vit, mais c'est aussi la terre par laquelle on existe. Mais aussi au sens qui est très riche en français d'être économe. C'est-à-dire de faire attention à ne pas trop consommer ce qui est déjà là, dans les besoins qu'on a à satisfaire, avec toute la problématique de ce que veut dire besoin, bien sûr. Et peut-être, en pensant un peu à Bataille, d'exiger encore un excès dans la dépense, mais qui n'est pas la dépense, évidemment, qui se résume dans la consommation ordinaire. En termes de misère esthétique, qui est peut-être celle dont on parle le moins, et celle qui me touche le plus dans le cadre du design, c'est celle d'une insensibilisation, voire même d'une insensibilité avérée à l'égard de la communauté sensible que nous formons dans un moment comme celui-ci, mais bien évidemment dans notre vie de tous les jours. Dans une forme d'anesthésie à certains phénomènes du monde qui nous apparaissent plus comme étant pertinents, qu'on ne perçoit plus et qui ne nous émeuvent plus. Or, perception et émotion sont profondément humaines et c'est ce qui dispose à agir. Si on perçoit et qu'on est ému, sans doute on va se mouvoir, voire lutter. Pourquoi pas ? Il y a aussi une ignorance du rapport au monde sensible, à savoir qu'il y a des savoir-faire, des pratiques qui se sont totalement perdus, parce que le lien avec le milieu, par le biais uniquement sensible, n'existe plus. Ce fameux lien qui importe avant tout. Enfin, il y a une forme d'incapacité de création chez la plupart des individus, qui bien évidemment sont comme amoindris dans leur expérience du monde, mais dans leur capacité à s'exprimer à travers l'expérience du monde. Pas nécessairement en ajoutant quelque chose, mais en exprimant quelque chose de ce lien qu'ils ont avec le milieu qu'ils sont, ou avec lequel ils sont. Cela nécessite, à mon avis, pour le design, cette pratique qui est à la fois une intelligence de la conception, une formation des fonctions, formation au sens aussi sensible et imaginatif, et une invention des usages qui est de reprendre la double critique, en tout cas la critique qu'il faut absolument coupler à mon avis, à savoir la critique sociale et la critique écologique. Pour moi, le design aujourd'hui, et peut-être le design de l'avenir, si ça a un sens de dire une telle chose, puisque je n'aime pas du tout les prescriptions autoréalisantes de type prophétique, c'est cela qu'il faut faire. En tout cas, un design qui puisse ne pas séparer, opposer, mais en les distinguant, les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, me paraît particulièrement important aujourd'hui, parce que les populations les plus vulnérables, d'un point de vue écologique, sont la plupart du temps les populations les plus vulnérables d'un point de vue social. Et que bien souvent, les dégradations écologiques provoquent des dégradations sociales, et inversement. Il y a une liaison qui est forte. Un certain nombre d'auteurs de ce qu'on a appelé le mouvement de la social écologie l'ont déjà pleinement montré, souvent en venant d'Amérique du Sud, là où ces enjeux-là sont vraiment couplés, mais ils le sont aussi pour nous, évidemment. Améliorer la vie d'un quartier proche d'un périphérique, c'est s'attaquer à un enjeu écologique, mais aussi de santé publique, de vie communautaire, etc., etc. Pour ne pas trop parler, je vais en arriver à mon dernier point, à savoir atterrir, en mon sens, c'est en effet retrouver le lien avec le lieu de vie. Ce qu'un Peter Berg, dans les années 60, pouvait appeler le life to place, donc le lieu de vie, à travers une notion qui est peu connue en France et que j'essaye aussi de divulguer avec d'autres, hein, bien évidemment, qui s'appelle la biorégion et le biorégionalisme. Et un certain nombre de choses existent aujourd'hui. Ça a été repris dans les années 1990 par les territorialistes italiens, Alberto Maniaci en tête, et qui est un architecte et urbaniste donc, italien qui a travaillé dans les Pouilles. Quoi qu'il en soit, il s'agit, dans cet atterrissage, de retrouver le lien avec le lieu de vie pour transformer aussi le rapport au territoire, qui n'est plus un territoire administré, défini par des logiques
institutionnelle, politique, juridique, mais véritablement qui part du lien incessible avec le milieu et qui fait que les flux végétaux, les flux animaux, le bassin versant, l'agroforesterie, etc., a un impact immédiat sur la réalité vécue et sur les pratiques qui sont mises en œuvre à l'intérieur de ces territoires. Donc c'est une urgence, à mon avis, considérable. Et donc s'il y avait un sens à donner à ce retour au lieu par le design, ça serait un design donc écosocial, écologiquement et socialement responsable, de manière critique, c'est-à-dire comme questionnement de l'ordre établi, qu'il soit un ordre établi de type politique, mais aussi un ordre établi de type idéologique, mais au sens quelles sont nos représentations, quelles sont nos idées dominantes, et qu'est-ce qui fait qu'on est aveugle dans l'action si on n'interroge pas ces représentations et ces idées, et on est incapable d'œuvrer dans le monde si on en reste à la critique seulement des représentations et des idées. Donc il y a évidemment, j'ai l'habitude de dire, à la suite de Marx, une théorie sans action est inutile, et une action sans théorie est aveugle. Donc on a besoin de cet aller-retour constant. C'est la fois la misère et la grandeur de la philosophie, comme il pouvait le dire. Donc si une définition est à donner de cet atterrissage, pour moi, c'est l'idée que le design est nécessairement écosocial et qu'il a à prendre soin des milieux de vie. C'est là où la mésologie est décisive, parce qu'elle nous donne une ontologie et une épistémologie qui y correspond. Pour moi, en dialogue avec les enjeux de la technologie. C'est là le dialogue que je mène avec Augustin entre mésologie et technologie via Gilbert Simondon que j'ai évoqué tout à l'heure. Et le soin dont il est question, c'est les trois dimensions du soin, à savoir le soin comme attention, d'où les enjeux à l'égard du sensible, de la perception, de l'imagination, de l'émotion. Le souci, c'est-à-dire prendre avec soi comme étant différent de soi, mais indispensable à soi, c'est ça le souci. Et enfin, la thérapeutique, c'est-à-dire l'action en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance de cause des motifs pour lesquels on agit et des effets que ça aura. Bien sûr que les conséquences involontaires existent, mais là, il y a une dimension éthique fondamentale qui est impérative. Donc, si le design doit répondre à la question que faire, c'est pour moi au sens de prendre soin des milieux de vie. Merci. Merci beaucoup, Ludovic. C'était extrêmement clair dans l'articulation avec nos responsabilités, nos possibilités et dans la transformation de notre manière de faire. Alors, nous allons écouter Marine Calmet prendre la suite, toujours pareil sans transition, pour que ça bâtisse comme ça donc quelque chose qui permet de passer de l'analyse compréhension globale à l'action. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. J'ai trouvé cette journée vraiment fantastique et on a eu beaucoup de solutions, beaucoup d'exposés. Pour nous, c'est vrai qu'on voit là la partie où on réfléchit, on prend de la distance et il y a beaucoup de gens qui, pour le coup, ont vraiment des solutions concrètes à nous offrir en biomimétisme et qui écoutent le vivant. Et ça c'était vraiment fascinant cette journée. Donc je m'appelle Marine Calmet, je suis avocate de formation et je travaille du coup sur le droit de l'environnement. J'ai passé en gros ces 2 dernières années entre la métropole et l'Amazonie, où je travaille notamment sur la question des droits des peuples autochtones et la reconnaissance des droits de la nature. Et du coup, ça m'a fait plaisir que vous parliez du mot nature et intéressant d'évoquer le mot milieu, parce qu'évidemment, en tant que juriste en droit de l'environnement, quand on aborde la question des droits de la nature, on a tendance plutôt à se distancier justement du mot environnement pour les raisons que vous évoquiez, parce qu'il nous distance, parce qu'il nous place au centre, mais éloigné finalement de ce qui nous entoure, et donc nous on aurait plus tendance à utiliser le mot nature, c'est pour ça qu'on parle de droit de la nature, et pour énormément de peuples avec lesquels j'ai travaillé, bizarrement le mot nature n'existe même pas. Parce que eux ne font pas la différence entre finalement ce qui est vivant
eux-mêmes, la nature, finalement, c'est nous. Et ça nous apporte un éclairage sur la façon dont nous-mêmes nous nous sommes distanciés dans les mots que nous utilisions, comme vous y faisiez référence, avec ce qui nous entoure et notre environnement, notre milieu, notre nature finalement. D'où l'importance des mots. Et j'aime beaucoup une citation de cette pièce de Bertolt Brecht, La vie de Galilée, qui disait « Je prédis que de mon vivant on parlera d'astronomie sur les marchés ». Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on parle de biodiversité, on parle de climat, on parle d'énormément de choses sur les marchés parce que c'est devenu une urgence sociale. Et Galilée, en apportant et en défendant un modèle héliocentrique contre le modèle géocentrique prôné par l'Église, il nous a ouvert finalement cette vision au monde, il a changé radicalement notre vision du monde en replaçant finalement la Terre quelque part dans l'univers, tournant autour d'un autre astre au sein d'une galaxie parmi tant d'autres. Et l'espoir justement que fait naître la doctrine des droits de la nature, c'est cette nouvelle vision du monde, c'est ce nouveau paradigme juridique dans lequel du coup l'homme n'est pas au centre de tout. Il ne s'agit pas de l'homme et de son environnement, mais des droits de la nature et de nous-mêmes en tant que partie de la nature. Et ce sujet de droit, cette nouvelle doctrine de droit, du droit, elle apporte justement une réponse pour comment est-ce qu'on consacre finalement cette interdépendance entre nous humains et l'ensemble du non-humain, les plantes, les animaux évidemment, et l'ensemble en fait, des écosystèmes qui constituent notre communauté terrestre. Et de la même façon, je pense que Galilée a démontré que justement on était en face de connaissances scientifiques erronées qui bâtissaient notre système social, notre vision du monde. Aujourd'hui, on se trouve en face d'un système erroné qui est le nôtre, et les scientifiques nous le disent, on a atteint, avec cette obsession de la croissance infinie, les limites de notre planète, de notre chez nous, de ce lieu sur lequel nous vivons. Et ça crée forcément une rupture, en fait, un point où on en est tous à se demander notre société, le modèle de vie sur lequel nous avons bâti toutes nos connaissances, est-il erroné ou non? Et justement, si on est là à se poser ces questions aujourd'hui, je pense que c'est parce qu'on est tous dans cette recherche d'un nouveau modèle qui serait lui plutôt basé justement sur les lois du vivant, les règles imposées par la nature. Et alors, si on se place justement dans cette position, d'où vient cette rupture? Ce qui est intéressant avec le lieu dans lequel on est aujourd'hui, avec AgroParisTech et toute cette question sur le lien à la terre, c'est que les droits de la nature, c'est une philosophie qui est née justement en réaction au mouvement des enclosures. En Grande-Bretagne notamment, le mouvement dans lequel on a commencé à mettre des barrières en fait, autour de la terre. Ce qui était avant un droit d'usage géré de façon collective, l'humain a commencé à délimiter des frontières sur les territoires et à privatiser la terre. Et de ce fait, en fait, ce qui était de l'ordre du commun est devenu un bien qui peut être accaparé. Et la situation de rupture dans laquelle on est aujourd'hui, c'est le constat face auquel, en fait, 1% des personnes les plus riches sur cette planète consomment 82% des richesses produites. Et on sent bien qu'en fait, on ne peut plus aller, on ne peut plus supporter ce système. Il n'est pas viable pour la plus majeure partie d'entre nous. Et cette propriété sur la terre, sur le vivant, c'est vraiment un aspect fondamental de la réflexion justement de notre rapport à la nature. Mon expérience personnelle en Amazonie, c'est que, par exemple, le droit de propriété privée sur la terre n'existe pas. Il y a énormément de peuples dans le monde qui vivent selon un modèle dans lequel la propriété privée est tout à fait inenvisageable. Pour des raisons sociales, c'est-à-dire que quand une terre sur laquelle s'est implanté un village doit être séparée, elle l'est entre différentes familles et pour des motifs alimentaires, et quand la personne ne l'utilise pas, elle est restituée à la communauté. De la même façon, on agrandit le village quand il faut avoir une nouvelle famille, quand il faut qu'une nouvelle famille s'implante. Et on peut du coup se poser la question si justement on ne doit pas trouver des nouveaux modèles aussi juridiques
pour encadrer notre relation au vivant, notre relation à la Terre. Et lorsqu'on observe la nature, qui est énormément source d'inspiration évidemment, on voit que l'évolution des espèces, elle s'est caractérisée par une adaptation à notre milieu, à la nature qui nous entoure. C'est comme ça que les espèces s'adaptent et d'elles-mêmes, en fait, vont chercher le modèle le plus adapté. Et nous, malheureusement, ce qu'on peut observer dans notre société, c'est qu'au lieu de s'adapter à notre milieu, on s'en est coupé. Progressivement, on s'est éloigné de notre milieu, au lieu de s'y adapter le mieux possible, ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, je pense, on a atteint ce point de rupture. Puisque cette surexploitation des ressources naturelles, finalement, elle peut être à la fois encouragée par le système politique, elle peut être autorisée par le système juridique et elle peut être justifiée par le modèle économique qui est mis en place dans nos sociétés. Et pour autant, même s'il y a toute cette boucle de validation, on est forcé de constater que les limites planétaires sont atteintes et qu'on ne peut pas faire face à l'effondrement des ressources naturelles sur un espace délimité comme la planète Terre. Donc il faut se mettre en conformité tout simplement avec ces lois du vivant. Et il y a de nombreux exemples aujourd'hui sur Terre, dans différents États dans le monde, qui montrent qu'on a déjà franchi le pas. L'Équateur, il y a plus de 10 ans maintenant, a déjà reconnu des droits de la nature dans sa constitution. La Bolivie a une loi qui reconnaît les droits de la terre-mère. Et il y a eu de très récentes nouvelles jurisprudences qui établissent pour certains écosystèmes des droits. C'était le cas en Colombie, où la Cour suprême a reconnu que la forêt amazonienne était sujet de droit pour faire face justement à la prédation due aux activités humaines et notamment à la déforestation. Ça a été le cas également en Nouvelle-Zélande. Il y a plusieurs fleuves qui se sont vus reconnaître des droits et qui sont défendus par des gardiens, des peuples premiers maoris de Nouvelle-Zélande. Mais aussi dans d'autres États, comme vous allez peut-être trouver ça étonnant, mais aux États-Unis, dans l'Ohio, par référendum, ils ont voté très récemment, en février dernier, la reconnaissance des droits à un fleuve, tout simplement pour donner la possibilité aux populations locales de défendre cette entité face aux pollueurs. Donc on est vraiment dans un mouvement de fond. Je vous cite que quelques exemples parce qu'en fait, ça pourrait être très long et j'ai un temps imparti. Mais même en Europe, ce mouvement se propage et il y a une coalition qui s'est formée notamment en Suède qui propose de revoir la constitution en Suède pour justement donner des droits aux écosystèmes et leur permettre dans la constitution reconnaître le droit à la nature d'exister, de fleurir, de se régénérer et d'évoluer afin de permettre du coup aux citoyens et aux États de combattre les atteintes à l'environnement. Donc il nous appartient en fait de proposer des nouveaux modèles de société, mais du coup aussi des nouveaux modèles juridiques pour encadrer nos activités. Par exemple, aux États-Unis, ils ont quelque chose qu'ils appellent la Public Trust Doctrine. C'est la responsabilité de l'État de gérer correctement les ressources naturelles. Et ça s'est appliqué notamment aux cours d'eau, qui était un espace commun, et donc il revenait à l'État de gérer correctement ces espaces. Et c'est quelque chose pour lequel on pourrait tout à fait inventer un mot en droit français. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la période qu'on traverse actuellement, on est obligé d'inventer aussi de nouveaux mots pour faire face à quelque chose où on n'était pas vraiment préparé à ça. Par exemple, les géologues ont créé le mot anthropocène, justement pour dire, là on rentre dans l'âge où l'homme impacte directement la planète. C'est une nouvelle force géologique, l'homme est devenu une nouvelle force géologique à part entière, et on va devoir du coup inventer tout un tas de concepts qui vont avec, et je travaille personnellement sur le concept de crime d'écocide, l'écocide lié justement à la destruction de la nature et des écosystèmes par la violation en fait des limites planétaires. L'écocide, c'est peut-être quelque chose qu'on n'aurait jamais pu même conceptualiser avant d'avoir les capacités, même en tant qu'espèce, justement d'aller au-delà des limites planétaires. Et donc forcément, à cette nouvelle relation qu'on a avec la nature, on va être obligé d'inventer des mots nouveaux, des concepts nouveaux pour faire face. Et je vais ouvrir le débat là-dessus, je pense, pour
Pour vous donner quelques pistes, nous pouvons tous, aujourd'hui, grâce justement à de nouveaux concepts juridiques qui ont été amenés dans la loi, je pense à la loi biodiversité, mais aussi aux réformes sur justement la protection de l'environnement, faire valoir aussi dans notre quotidien les droits de la nature au sein d'associations, si vous êtes engagé dans des associations, dans les partis politiques aussi, de nombreuses personnes s'engagent, même si c'est vrai que les écologistes ne sont pas au mieux de leur forme. En attendant, on voit que c'est une véritable lame de fond. On a parlé aussi des jeunes qui sont mobilisés aujourd'hui sur la place du Châtelet, justement parce qu'il y a urgence. Et donc, c'est bien de se rassembler et de réfléchir plus loin à qu'est-ce qu'on peut inventer justement pour répondre à cette urgence écologique. Je vous remercie. Merci à tous les trois. On voit les trames, les résonances qu'il y a entre vos propos. Je vous propose, pour poursuivre un tout petit peu la conversation et entre vous notamment, de pousser un peu plus loin sur la question de ce sur quoi nous pouvons compter. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut aujourd'hui s'entendre sur des causes communes, puisque c'est le sujet de notre demi-journée. J'avais pensé à inviter d'ailleurs Émilie H, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là et qui aurait pu nous éclairer. Mais voilà, sur quoi est-ce que l'on peut compter pour garantir l'avenir? On sait bien qu'il va falloir garantir l'habitabilité de la Terre. On a entendu Ludovic parler des trois dimensions de soins. J'ai un peu l'impression qu'on est en panne de levier d'action. La démarche d'écocide, elle va très loin dans le modèle, je dirais, de la référence au grand crime contre l'humanité. Je dis ça en référence à ce que j'ai entendu au moment du tribunal Monsanto à La Haye. Donc on voit qu'il y a donc toute une perspective, Valérie Cabane qui porte cette affaire-là, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui décrire des éléments de levier, pas seulement pour vous, la question ne s'adresse pas seulement à vous, mais aussi à Ludovic et à Augustin Berck, est-ce qu'on peut voir des éléments effectifs où des peuples reconnaissent des éléments de valeur et agissent collectivement? Ça me semble un point d'appui. Est-ce qu'il y a des exemples à citer qui nous aident à penser de nouvelles catégories ou de nouvelles manières de se mobiliser pour prendre soin? Vous avez parlé dans votre exposé de jurisprudence de la Terre. Voilà. Est-ce qu'il y a dans notre histoire, on sait aussi que l'État français avait proposé d'inscrire dans la Constitution l'obligation de la protection de la nature, je ne sais pas trop, j'ai plus en tête la formulation, mais voilà. Est-ce que là, on peut citer un certain nombre de références qui nous aideraient à avancer? Oui, on parle de valeur. Je vais partir de la notion d'écocide. C'est un mot qui ça parle à tout le monde. Hein. L'écocide, on tue les écosystèmes, on tue finalement la biosphère, et nous avec. Mais sur un autre plan, avec cette fois-ci, pas seulement la valeur de vie, qui peut être réduite à simplement du biologique, mais les valeurs proprement humaines que sont les trois valeurs de base, le bien, le beau, le vrai, qui sont réduites à une simple mécanique par l'attitude moderne qui consiste à considérer tout notre environnement comme un objet mécanique. Vous savez qu'avec le dualisme moderne, deux parties se sont instituées l'une en face de l'autre, mais qui ne communiquaient plus, qui n'avaient plus rien en commun, le sujet, l'objet, le sujet qui va devenir l'individu moderne, et l'objet, eh bien c'est tout le reste.
tout le reste réduit à une simple mécanique. Hein, c'est ce qu'on appelle le réductionnisme, y compris une partie de l'humanité, ce qui a conduit, avec l'impérialisme occidental qui s'est imposé sur la planète, à ce que, alors là le terme est moins courant, c'est le cosmocide. Cosmocide, ça veut dire tuer ce qui était le monde des autres. Alors, ça peut conduire à des crimes contre l'humanité, mais c'est beaucoup plus insidieux que cela, parce que c'est pas nécessairement un ethnocide, un cosmocide. Ça veut dire que ce qui était la raison d'être, la raison de vivre des autres, d'autres peuples, est considéré comme nul et non avenu, avec des mesures très concrètes, comme par exemple on l'a fait en Australie, comme on l'a fait aux États-Unis, en prétendant éduquer de manière convenable des jeunes aborigènes, par exemple, eh bien on les ôtait à leur famille et puis on les faisait vivre dans des familles white, qui leur inculquaient des valeurs qui n'avaient rien à voir avec leur monde. Ça, c'est du cosmocide. Et la réaction contre cela, ça a été une vague de culturalisme qui s'est déployée en particulier à partir de l'Amérique du Sud, où aujourd'hui on peut même entendre parler de plurivers, c'est-à-dire c'est plus univers, parce que l'idée c'est maintenant que univers c'est une notion impérialiste occidentale, et qui, quand vous parlez de plurivers, ça veut dire que notre monde à nous autres, là je me désigne, je ne suis justement pas un Sud-Américain, notre monde à nous a autant de valeurs et nos valeurs ont autant de valeurs que les vôtres. Bien, ça c'est un problème que nous avons beaucoup de difficultés d'abord à prendre en compte et puis à surmonter, à trouver des solutions. Parce que, oui, de quel droit imposer les valeurs que nous pensons, nous, être universelles à d'autres qui seraient aussi fondées que nous à poser d'autres valeurs? Eh bien, ça ne peut être résolu que si nous arrivons à résoudre un problème. Là, je reviens à ce que vous avez dit de Galilée tout à l'heure. Il y a la terre de Galilée. Comme vous savez, en 1633, lors de son procès par l'Inquisition, il a été obligé d'accepter ce qu'on lui a imposé de professer, c'est-à-dire que la terre ne tourne pas. Et puis, la tradition nous dit qu'il aurait grommelé à part soi, in petto, et Paul si muove, et pourtant elle tourne. Ça, c'était en 1633. Figurez-vous que 3 siècles plus tard, en 1934, Husserl, le père de la phénoménologie au sens actuel, écrit un manuscrit intitulé enfin je le dis en français, l'arché originaire terre ne se meut pas, c'est-à-dire exactement le contraire. Qu'en conclure? Est-ce que l'un a raison et l'autre tort? D'après ce que vous nous disiez, Galilée a raison. Certes, Galilée a raison, mais Husserl a raison aussi. Là, c'est un problème logique et ontologique à la fois. Un problème fondamental que nous ne savons pas encore résoudre parce que le point de vue n'est pas le même, mais les deux sont vrais. Donc ça, c'est un problème logique insurmontable dans le cadre mental de la modernité qui a... Enfin bon, bref, je n'entre pas dans le détail, mais ça veut dire que, tout à l'heure, la mésologie sur laquelle Ludovic disait un mot, quelle est la différence avec l'écologie? Elles ont en commun tout ce qui est ressorti aux politiques. Il y a l'écologie politique, et bien sur ce plan, la mésologie ne se distingue pas de l'écologie politique. Néanmoins, sur un autre plan, l'écologie est une science moderne qui étudie objectivement des objets.
La mésologie est une science, et plus exactement, c'est un point de vue, une perspective transmoderne qui prétend que, justement, la Terre de Husserl et la Terre de Galilée sont vraies toutes les deux. Ça veut dire que nous avons à penser, nous avons besoin de nouvelles catégories mentales pour arriver à penser les deux ensemble. Alors, je n'entre pas dans le détail, on n'a pas le temps, mais pour simplement revenir à nos trois valeurs de base, le vrai, le bien, le beau, ce qu'on appelait la cosmicité, c'était justement l'alliance des trois. Ça fonctionnait ensemble, l'un impliquant l'autre. Ça n'est plus possible du point de vue dualiste de la modernité, parce que d'un côté vous avez le vrai, alors qui va se l'arroger? Aujourd'hui c'est la science, hier c'était plutôt la religion, mais vous avez un retour en force des religions, parce que les repères ne sont pas les mêmes. En fait, dans la science, on tente avec le scientisme en particulier, plutôt que la science, à absolutiser l'objet. Et dans la religion, on tend à absolutiser la parole. La parole était Dieu, comme on dit dans l'ouverture de l'Évangile selon saint Jean. Les deux sont vrais en réalité, mais ne font pas appel à la même dimension de notre être qui est un et non pas écartelé. Notre être est un, c'est-à-dire qu'il est à la fois le cœur, comme disait Pascal, et la raison. Et la raison ne connaît pas les raisons du cœur, n'est-ce pas? Et en fait, il faut faire tenir cela ensemble. Et le but de la mésologie, qui est un objectif à la fois ontologique, c'est-à-dire tenir compte de notre relation structurelle avec notre milieu, et quand je dis milieu, ce n'est pas simplement le milieu vivant autour de nous, mais c'est aussi les autres. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas un individu qui s'auto-instituerait simplement du fait qu'il dit « je pense, donc je suis ». Non. J'existe, et je n'existe qu'avec autrui, d'une part, et qu'avec tout le vivant, et avec tout ce qui m'entoure, c'est-à-dire mon milieu, d'autre part. Bon, mais ça commence à devenir un peu fumeux, donc je préfère laisser la parole à des personnes qui parlent plus clairement. Donc, si je comprends bien, la question c'est que faire par rapport à ce qui a été demandé en tant que levier, d'une certaine façon. Il y a un certain nombre de choses qui sont à faire, notamment l'enjeu concernant les valeurs, l'enjeu concernant la prise de conscience de la constitution ontologique du milieu, dans ce que nous sommes comme tels, c'est-à-dire humains. Mais il y a aussi des leviers qui sont tout à fait concrets et qu'on peut facilement énoncer, mais qui ne sont pas forcément aisés à mettre en œuvre pour des raisons multiples, qui tiennent en partie à nos représentations, nos valeurs, nos habitudes aussi, et tout ce que ça a installé au niveau d'un cadre normatif, légal, etc., à savoir les critères de la valeur. On sait que grand nombre d'économistes ont travaillé sur de nouveaux critères de la valeur. Amartya Sen, par exemple, que vous connaissez sans doute, et il y en a bien d'autres, qui considèrent qu'une fois qu'on aura changé les critères de la valeur, on permettra de réévaluer ce qu'on appelle la richesse au sens économique, et que par exemple, une société comme la société américaine, à l'égard de ce qu'elle produit sur le plan de la pollution et sur le plan de la misère sociale, est l'un des pays les moins riches du monde. On pourrait s'interroger aussi sur la réelle richesse de la Chine, et sur la richesse extraordinaire de bien d'autres pays. Donc là, il y a des jeux extrêmement concrets. Mais vous voyez bien, et vous le savez très bien, puisque c'est quand même une affaire déjà ancienne, qui a plus de 50 ans, au moins, on se trouve dans une situation où ça paraît aberrant, ou du moins très peu crédible. Et pour autant, ils ont une efficacité réelle, concrète. Il y a la définition de la valeur et la définition de la richesse. Donc les critères qui correspondent, là on est en train de parler d'éléments qu'on peut énoncer, qui ne sont pas implicites, qui ne sont pas de l'ordre de l'intuition, mais bien d'éléments effectifs. On peut penser aussi à une comptabilité écocentrée. Des gens y travaillent, la comptabilité.
notamment en intégrant ce qu'on appelle les externalités négatives, du l'ordre de la pollution, mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que l'externalité négative, elle commence par le fait de s'établir quelque part, au sens rendre imperméable un sol, souvent en faisant des fondations assez profondes, parce qu'on va s'élever sous la forme d'une tour, pour être un signal dans une métropole, comme ici à La Défense ou ailleurs, ou par exemple le Grand Paris. On ne parle souvent que de la terre qui est déplacée et des arbres qui sont coupés, mais le sol qui est rendu imperméable, la destruction de la fertilité même du sol, qui n'a jamais été une neutralité. Il n'existe pas de culture possible sans sol vivant. C'est un fait connu depuis longtemps. Relisez Rachel Carson dans Le Printemps silencieux, et il y a tout un chapitre sur le sol, et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on savait aussi auparavant. Mais on n'a pas encore mesuré l'impact du fait de s'installer quelque part, de produire en cet endroit, du point de vue du sol. Et là, il y a encore des progrès considérables à faire, et qui vont bien plus loin que le permis de végétaliser, ou le permis désormais de débitumer, qui est proposé par la ville de Paris, et aussi par la ville de Lille, parce qu'Anne Hidalgo, parce que j'habite à Lille, et son ami... Et son ami Martine Aubry sont vraiment de cela. Mais nous ne soyons pas dupes, c'est-à-dire que ce que nous autorise à faire en demandant qu'une ville intervienne au bas d'un immeuble pour découper une partie du bitume et installer des plantes est bien sûr une manière de détourner l'attention des véritables problèmes et de se satisfaire d'une action minimale qui est de l'ordre de l'ornement ou du spectacle de la bienveillance à l'égard de la nature. Ne soyons pas dupes. Quand Peter Berg, en 1972 ou 13, je ne sais plus, l'a fait lui-même à San Francisco en défonçant le trottoir qui était devant chez lui, bien sûr, il a eu de graves problèmes avec la ville, et toute son idée de biorégion est partie de là. D'abord, d'une action concrète de ce type. Où vous pouvez voir, il y a des artistes ici, un artiste comme Lois Weinberger, ou encore le travail de Gilles Clément. Passons. Donc une comptabilité écocentrée, de nouveaux critères de la valeur, eux aussi des transferts vertueux. Il y a un exemple immédiat, très facile de cette année, celui du maire de Grande-Synthe, dans le nord de la France, qui, en changeant le système d'éclairage, pour la relation entre écologie et sociale, a fait des économies, et ces économies, il l'a redistribué comme un fonds social d'aide aux plus pauvres. Immédiatement, transfert vertueux. Ça existe, c'est faisable. Et sans parler des Green City à la Peter Berg, comme certaines villes, notamment une qui s'appelle Bahia de Caracas, qui est en Équateur, qui ont décidé de se constituer après une catastrophe naturelle et industrielle sur des principes radicalement écologiques. C'est possible. C'est tout à fait possible. Donc ces transferts vertueux, à une échelle assez limitée, très locale, mais existent et peuvent être multipliés. La gronde des maires à l'égard de la distance pour la diffusion des pesticides est très intéressante en ce moment. Bien sûr, voilà, c'est médiatique et politique, mais il y a des enjeux véritables. Surtout que certains disent, c'est pas une question de distance, c'est pas du tout. Ça pose évidemment beaucoup de problèmes du point de vue de l'économie agricole comme telle. Enfin, il y a des luttes extrêmement précises qui sont à mener, du type lutte contre le greenwashing constant qu'on nous impose, notamment dans les logiques d'aménagement du territoire qui sont liées par exemple à la construction d'écoquartiers, qui la plupart du temps sont des mensonges honteux et qui sont juste là pour attirer une certaine population avec un certain nombre de valeurs qui clignotent lorsqu'on met écoquartier. Mais ce que fait par exemple Philippe Madec en tant qu'architecte et urbaniste n'est pas le modèle nécessairement qui est appliqué partout. Qui connaît l'architecture climatique, par exemple Philippe Rams, etc., etc. Et tout cela existe depuis longtemps parfois, et il y a des leviers concrets, des actions qui se réalisent, mais bien sûr, encore une fois, ça n'est pas suffisant. Il y a une nécessité de revoir la valeur, le sens même de la valeur dans la pensée occidentale, et le lien au plan ontologique, épistémologique, éthique et politique qu'on a à l'égard du milieu. Je finirai juste par un petit mot. Il me semble décisif
de remettre aussi en question, c'est là peut-être la différence perdue avec les peuples dits premiers, autochtones, indigènes, je ne choisis pas le mot pour l'instant, c'est le rôle du symbolique. Et donc, la place du symbolique dans l'éducation. Il y a un très grave problème, là encore, Illich et la question de l'école, qui l'école, à force d'être ce qu'elle est, finit par déscolariser, qui finit par ne plus nous permettre d'apprendre. Et de plus apprendre quoi? Que le lien symbolique au monde est décisif pour l'être humain en général. Et ce n'est pas ces peuples autres que les peuples occidentaux qui ont un rapport au symbolique qui est constitutif. Il l'est aussi pour nous. Mais sauf que nous l'avons perdu, ce lien. Soit il faut le régénérer, soit il faut le réinventer. Je ne suis pas là pour prescrire quoi que ce soit, mais disons que c'est un enjeu considérable. Et une éducation qui soit une éducation uniquement d'un ordre scientifique, c'est-à-dire voilà ce qui est établi par la science, d'un ordre prescriptif ou normatif, voilà comment il faut se comporter correctement. Ça n'est pas suffisant, bien évidemment, et ça peut être tout à fait problématique. Voilà, il y a des enjeux considérables sur le plan symbolique, éducatif, en plus des enjeux dont nous venons de parler et des leviers que j'ai pu citer rapidement du point de vue économique. Voilà. Merci. Radicalité, revenir à un certain nombre de sens profonds, en fait, on entend bien cela. Marine, est-ce que vous voulez poursuivre sur les éléments du point de vue du droit qui fonctionnent aujourd'hui Oui, c'est peut-être pour passer dans un champ un peu plus tangible, donner un exemple concret. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire de son mieux. C'est-à-dire que utiliser tout simplement tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que si on est là aujourd'hui, c'est bien parce qu'on a ce sentiment qu'il faut se rattacher au vivant et à la nature. Quand je parle des droits de la nature, reconnaître des droits à la nature, c'est théorique, c'est un nouveau concept, et cela n'aura aucun effet, je vous le dis en toute sincérité et en toute humilité, si nous ne sommes pas les gardiens. Parce que la nature, même si demain on lui donnait des droits, elle ne viendrait pas les réclamer dans les tribunaux. Donc si demain, justement, on n'est pas capable d'avoir une nouvelle génération de gardiens, de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs, qui viennent réclamer ces droits, faire valoir ces droits dans les tribunaux et défendre les écosystèmes, défendre la nature, ça n'aura servi à rien. Et c'est pour ça que moi, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et avec l'expérience que j'ai vécue en Amazonie, avec mon expérience aussi dans les tribunaux, du coup, à défendre des fois des projets miniers, enfin à aller contre des projets miniers, d'exploration pétrolière, de projets de mines d'or. Je me suis demandé comment est-ce que je pouvais justement faire ce que je pouvais offrir de mieux. Et donc j'ai créé un programme qui s'appelle Wild Legal, et c'est un programme de formation pour les jeunes, justement pour la nouvelle génération de juristes, pour qu'elles se forment à partir de cas pratiques réels de violation des droits des écosystèmes, à aller voir plus loin. C'est-à-dire que malheureusement, ce qu'apprennent les juristes sur les bancs de la fac, c'est à appliquer le droit de l'environnement, de l'urbanisme, le droit de la construction. Et celui-là, il est anthropocentré. Sur nos valeurs à nous, calqués sur nos besoins en termes de construction, nos besoins en termes de développement économique. Et justement, ce que j'avais envie, c'était de dire, prenez ça, prenez ce droit et lisez-le à travers les droits de la nature et faites-en votre droit, celui qui correspond justement à ce que vous auriez envie de voir. Et donc, cette année, on lance cette première édition avec cette association. Et donc, on va former des jeunes en se basant sur un cas d'écocide, pour le coup, qui est celui de la pollution au mercure des fleuves en Guyane française à cause de l'orpaillage illégal et de la situation, pour le coup, franchement intolérable qu'on laisse perdurer dans ces territoires où, justement, la France n'intervient pas, alors qu'il y a un phénomène massif d'orpaillage illégal qui a pour conséquence la déforestation, la destruction des écosystèmes par la pollution aux produits chimiques qu'est le mercure, et du coup, la contamination de générations de peuples autochtones de Wayana vivant sur le fleuve. Et donc, j'espère, cette année, on va former, j'espère, 60 futurs avocats, et chaque année, toujours plus, j'espère. C'est ça que le message un peu d'espoir, c'est
tout le monde peut agir, chacun de la meilleure façon qui soit, avec ses moyens, et grâce justement à cette intelligence du vivant, apporter des nouvelles solutions pour nos sociétés. Merci à tous les trois. 3 questions. Oui. On a parlé beaucoup dans la journée d'économie, on a parlé ce soir un peu de droit. Il me semble qu'il y a des... Sur le droit, on peut aller plus loin que la question de l'écocide ou du droit de la nature. Il me semble que c'est important de voir comment on peut limiter nos propres droits. Je pense au droit de propriété, ce droit de propriété qui est un absolu et qui est une absolue connerie. On ne peut pas continuer à penser le droit de propriété comme un absolu. Et donc comment on pense le droit des communs, comment on pense un droit de propriété fondant. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, mais lisez-le, ça vaut vraiment le coup, le bouquin d'Emmanuel Dockès, Voyage en bizarchie, qui est une utopie assez intéressante, où il invente un droit de la propriété fondant, et du coup un capitalisme fondant aussi. C'est extrêmement intéressant, et c'est pas complètement utopique, c'est envisageable, mais ça veut dire effectivement changer nos représentations du monde. Je continue avec les questions. Oui, je me demandais si dans un monde finalement fini, dont on a atteint les limites, l'homme ne devrait pas réfléchir à s'auto-limiter. Je pense par exemple au prochain déploiement de la 5G, qui est quelque chose de planétaire, qui touche le vivant, qui touche les hommes, avec ses avantages et ses inconvénients, mais qui nous projette dans un futur de consommation d'énergie, Enfin, voilà, est-ce qu'on a fait la projection qui permet de se poser la question à chaque fois qu'on déploie une nouvelle technologie ou une nouvelle chose dans le monde, est-ce qu'à un moment donné, voilà, il ne faut pas se dire bah ça non, on doit en tant qu'humain y renoncer parce que les conséquences pour les écosystèmes, les conséquences en termes d'énergie, de limite des ressources, nous dit qu'on ne doit pas le faire. Merci. Y a-t-il une 3e intervention, madame? Oui. Ah, bon, bah, on fait 4. Bonsoir. Ce que j'ai vu dernièrement, c'est que l'application du droit de l'environnement et son évolution ne vont pas vraiment dans le bon sens, notamment en ce qui concerne les risques, que ce soit les risques majeurs, voire même les risques chroniques. Et il y a quand même, au moins en tout cas, un domaine sur lequel je travaille, qui est le domaine du risque nucléaire. Et c'est quand même un domaine tabou, le vivant est complètement exclu, il n'est pas vraiment pensé à sa réelle dimension. Donc souvent, moi je travaille sur la question environnementale, notamment sur les rejets donc de manière chronique, dits en situation normale. Notamment, je travaille sur la centrale nucléaire de Nogent-sur-Seine. Je fais partie de la CLI et je suis également préleveur bénévole, simplement pour dire qu'il y a vraiment des véritables questions et il serait bien que ce soit des jeunes, des moins jeunes qui puissent s'emparer de ces questions. Donc moi, c'est vraiment mon objectif, c'est pouvoir transférer. J'ai ouvert, disons, un pan dans ce domaine un peu tabou en tant qu'IGREF et puis docteur en sociologie maintenant. Et moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est pouvoir transmettre un peu ce fil à d'autres personnes, voilà, et à le transférer, parce que les ingénieurs sciences du vivant ou autres sont complètement minoritaires, pour ne pas dire absents, du domaine minier, entre guillemets, si je peux vraiment le globaliser, voilà. Donc c'est peut-être un appel au peuple, si jamais vous faites un autre registre ou quelque chose, pour qu'il y ait des jeunes ou des moins jeunes qui puissent s'emparer de cette question, parce qu'elle est vraiment très grave. Voilà. Merci, madame. Monsieur, vous avez mémorisé un peu toutes ces questions, s'il vous plaît. La question d'échelle, en fait, par rapport au milieu. En fait, moi, j'aime bien lire des anciens ouvrages, donc l'approche de ce qu'on appelle beautiful, enfin, ce qui est à une échelle sensible, plus petite, finalement, est plus proche du milieu, enfin, plus gérable. Et finalement, est-ce que c'est pas cette quantité, enfin, de plus en plus d'humains, de données,
qui pose la question finalement de l'incapacité à gérer, à revenir sur des liens avec le milieu. Parce que de toute façon, comment gérer cette masse de liens, de concentration des liens j'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner dans un monde d'une quantité si importante de souhaits, de volonté. Et là, donc, le milieu, est-ce que c'est pas simplement redescendre à des échelles moins nombreux, avoir des entités politiques plus petites, des entités économiques limitées en taille, en pouvoir. Ce que montre la nature, il n'y a pas de concentration de pouvoir illimitée. Or, actuellement, on peut concentrer les pouvoirs de façon illimitée. C'est une question pour Ludovic sur un peu la vision peut-être de Simon Delille sur ce point-là. Alors, vous avez donc ces 4 questions. Comment est-ce que vous voulez y répondre? Est-ce que sur l'autolimitation, il y a la question d'Hervé de la première? Comment vous... Oui, je vais essayer, je ne sais pas si je donnerai une réponse globale, loin de là. Sur la question de l'échelle, c'est peut-être l'une des questions les plus importantes qui soit. Il nous faut d'abord et avant tout une pensée scalaire du monde, et multiscalaire, c'est-à-dire qu'il soit capable d'articuler les échelles entre elles. Alors ça part des sciences dures, notamment de la physique. Il y a un physicien français qui s'appelle Nicolas Notal et qui a produit une physique quantique des échelles. Et ça, c'est un apport fondamental, extrêmement important. Il y a les structures dissipatives de Prigogine, évidemment aussi. Les enjeux liés à Varela et à ce qu'on a appelé la seconde cybernétique, avec tous les éléments critiques qui sont nécessaires à mobiliser, mais ça se continue aussi dans d'autres domaines et dans la vie de tous les jours. Quand on parle tout à l'heure d'atterrir et de la question du lieu, c'est que ce à quoi on est exposé aujourd'hui, notamment dans les motivations pour l'action, c'est qu'à partir du moment où vous avez des phénomènes qui sont, qu'on appelle globaux, eh bien cette échelle est quasi impossible à appréhender pour l'être humain, parce que vous n'avez pas de rapport perceptif avec l'ensemble de la Terre. Sinon, vous prenez un point de vue surplombant, de type quasi divin, et où vous imaginez un globe au-dessus duquel vous flottez et vous observez l'ensemble des phénomènes qui se déroulent devant vos yeux. On n'a pas cette possibilité, du moins de type fictionnel, représentationnel, mental, mais elle n'est pas très utile, en tout cas pas très efficace. Repartir du lieu et du lieu de vie, c'est pouvoir justement agir à une échelle qui nous permette d'appréhender ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous pouvons faire. Ensuite, il y a l'enjeu de l'éducation, on pourrait être sensibilisé et savoir comment y parvenir. Mais en partant de cela, ça veut déjà dire, quand je reviens dans mon lieu de vie, c'est d'où vient l'eau, d'où viennent les denrées qui me nourrissent, même si j'habite dans une métropole comme Paris, d'où vient l'énergie qui me permet de me déplacer, où vont les déchets que je produis. Et à partir du moment où vous posez ces questions extrêmement simples, vous prenez conscience du milieu dans lequel vous vivez, son degré d'artificialisation, son mode d'organisation, sans être un savant. C'est-à-dire que c'est à la portée de votre perception, de votre connaissance et de votre pouvoir d'action. Le problème, c'est que le conditionnement que nous vivons au quotidien, dans la société dans laquelle nous vivons, permet parfois des prises de conscience, des effets d'alerte, mais la motivation à agir, le passage à l'acte, pourrait-on dire, est comme entravé, il est comme coupé, parce qu'il y a des injonctions permanentes à autre chose. D'abord, pour des raisons très simples, il faut avoir du loisir pour penser, il faut avoir du loisir pour agir. Il faut avoir de la disponibilité, c'est-à-dire de la vacance, c'est-à-dire une forme de vide, d'intervalle, sans quoi, si vous êtes saturé en permanence sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan de l'action, par l'obligation de tout le temps être performant, par exemple, sur tous les plans, plan physique, plan social, plan économique, eh bien, vous n'avez pas le loisir d'y penser, le loisir d'agir. C'est pourquoi souvent les étudiants et les retraités désormais qui ont une bonne qualité de vie, ou pour la plupart, ont du temps pour agir. On les retrouve dans les luttes locales, alors que la moyenne des gens au-delà des étudiants et avant d'être à la retraite ne peut pas agir par manque de loisirs.
Mais vous voyez que loisir devient un sens extrêmement fort, presque ontologique, hein, évidemment. La disponibilité, c'est un concept extrêmement fort pour moi. Comme la connaissance et d'autres choses, la disponibilité, c'est très important. Et donc, la question de l'échelle, il faut revenir au lieu de vie, qui nous permet perception, connaissance et action, mais il faut être capable aussi d'aller à une échelle bien supérieure pour comprendre la conséquence pour tout le monde du mode de vie dans lequel on s'est installé et des transformations qu'on peut opérer. Et là, c'est évidemment l'aide de la science, par exemple, qui peut être particulièrement pertinente. C'est-à-dire le fait que se rendre compte qu'une action qui nous paraît anodine à notre échelle, je dis une anecdote très rapide et ce sera très compréhensible, peut avoir des effets globaux comme tout le monde le sait. Je vais au Lavomatique avec une automobile, que j'emprunte très rarement et que je partage qui plus est. Je devais y aller, c'est un comportement que je réprime et qui me semble complètement aberrant. N'empêche que je l'ai fait quand même. On voit la difficulté à être totalement cohérent. Eh bien, au moment où ma voiture était sous le système de nettoyage, une autre voiture est arrivée, s'est garée, et la personne a laissé tourner le moteur. J'ai dit une chose très simple. Monsieur, pourriez-vous arrêter votre moteur le temps de l'attente, c'est préférable. Et il m'a dit, mais pourquoi? Je dis d'abord, c'est brûler du carburant pour rien. Et il y a une éthique de l'énergie qui fait qu'on ne mobilise pas de l'énergie pour rien. Ça vient de Simondon, c'est-à-dire qu'on peut créer une éthique de l'énergie, une énergétique totale, qui même du point de vue d'un fonctionnement technique, fait que ça peut être non pertinent, non rationnel de laisser tourner une automobile de cette façon. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit ça, et je lui ai dit ensuite, ça pollue un peu quand même. Et la personne m'a répondu, non, c'est rien du tout, c'est juste là 5 minutes, puis de toute façon, j'y crois pas. Alors, c'est pas cette personne qui est idiote, elle a été rendue idiote, et on la maintient dans cette idiotie-là, qui tend à devenir une stupidité, c'est-à-dire quelque chose qui a des effets néfastes au-delà de cette idiotie. Et c'est là-dessus qu'il faut fondamentalement travailler. Et quand on est entre nous et qu'on est tous d'accord qu'il y a des enjeux, qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont formidables, mais on est souvent illusionné face à la masse d'ignorance, d'inaction, d'incapacité à la prise de conscience et à l'action par un effet de conditionnement général à la performance systématique, notamment. Voilà. Je vais vous laisser conclure tous les deux, après ces mots très forts de Ludovic Duhem. Peut-être pour répondre à vos questions sur est-ce qu'il faut créer des nouveaux, réduire potentiellement les droits humains du coup, je pense qu'il faut plutôt poser la question sous une forme de, il faut rééquilibrer les droits entre humains et non humains. C'est surtout qu'en fait, il y en a qui, fondamentalement, certainement tous les gens qui sont ici ce soir, respectent les droits, ont des droits, respectent leurs devoirs et les droits des autres personnes. Mais il y a aussi tout un tas de gens qui vont avoir le sentiment de perdre effectivement sur leurs droits humains, parce que pour le coup, le système repose sur une espèce de vide pour ça, une certaine forme d'accaparement des ressources, puisqu'on parle du vivant, il y a une certaine forme d'accaparement qui est tolérée justement à cause d'un vide juridique. Et remettre du droit, notamment sur la question des écosystèmes, de la nature, c'est rééquilibrer les choses là où une très petite minorité d'entre nous avait la possibilité de s'accaparer des ressources naturelles, c'est rééquilibrer les choses et finalement c'est pas renier ou finalement réduire les droits humains, c'est tout simplement créer une balance et un équilibre entre les écosystèmes et puis les humains et puis tous les autres non-humains qui sont piégés sur cette planète avec nous et qui vont en subir les conséquences si on rééquilibre pas les choses. Et pour répondre à votre question sur justement, c'est un peu pareil, est-ce qu'il faut mettre un frein, est-ce qu'il faut se réfréner sur nos actions, c'est aussi la question dans la philosophie des droits de la nature, c'est aussi ça, mais ça existe pour le coup déjà dans notre constitution, puisqu'on a dans la charte de l'environnement des principes comme le principe de précaution ou le principe de prévention, qui typiquement, pour ce que vous disiez sur le déploiement de la 5G, devrait faire obstacle en se disant mais est-ce qu'on connaît vraiment les effets que ça pourra avoir sur nous, mais aussi sur l'ensemble finalement du vivant,
de déployer des ondes à cette fréquence et de cette façon sur la planète. C'est une autre question, mais en fait on a déjà les outils juridiques. La question elle est politique là pour le coup parce que c'est vraiment une vision des choses, c'est-à-dire est-ce qu'on va finalement se réfréner nous dans ce qu'on fait en tant qu'humains en réfléchissant d'abord peut-être même aux générations futures ou aux écosystèmes avant de penser à un nouveau modèle économique par exemple. Et c'est un peu pareil pour le nucléaire finalement, parce que par contre il y a un droit que j'aime beaucoup, quelque chose qu'on applique en droit nucléaire, que j'ai lu et qui je pense devrait interpeller plus largement, c'est dans la gestion des déchets nucléaires, et notamment donc, ce principe selon lequel on ne doit pas prendre de décisions qui finalement privent les générations futures de leur droit à décider. Et c'était appliqué dans les déchets nucléaires parce que comme vous savez, pour les sites de stockage, une fois qu'on a stocké, le problème c'est que c'est très difficile d'aller rechercher ces déchets et que prendre des décisions de cette importance peut effectivement priver les générations futures de leur droit de décider. Et ça, c'est un principe qui est appliqué dans la gestion des déchets nucléaires que je trouve devrait être appliqué finalement à l'ensemble de nos décisions, c'est-à-dire que ce soit des choix économiques ou sociaux, on devrait pouvoir justement se projeter sur les générations futures et leur capacité à changer de cap, à prendre de nouvelles décisions, à créer de nouveaux modèles, et en aucun cas on devrait justement créer des systèmes qui empêchent les générations futures d'avoir cette liberté finalement d'inventer une nouvelle société demain. Voilà, je m'arrête là. Merci, on n'a vraiment plus beaucoup de temps, on va juste laisser Augustin nous donner peut-être une toute petite conclusion parce que je vois qu'on nous presse à sortir. Merci. Parce que normalement c'est 18h21. Voilà. Et il est 20h10. Donc le mot de la conclusion, c'est respecter l'échelle humaine tout en respectant l'échelle de la planète. Et voilà. Merci beaucoup.